Je venais tout juste de recevoir ma nomination au poste de vice-présidente des ventes lorsque ma belle-mère, au cœur de la nuit et en secret, m'a maintenue de force et m'a rasé la tête. Elle l'a fait uniquement par conviction selon son idéologie tordue que les femmes devaient rester à la maison pour servir leur mari. Immédiatement, j'ai pris la tondeuse électrique moi-même, j'ai rasé le reste de mes cheveux, j'ai souri et j'ai remis ma lettre de démission. Puis en seulement 24 heures, j'ai coupé la moindre de leurs sources de revenus, poussant toute la famille de mon mari dans un abîme où vivre était pire que mourir. Comment une belle fille comme moi, qui s'était tuée à la tâche pour subvenir aux besoins de toute une famille, s'est-elle transformée en démon? Un accueil chaleureux à tous ceux qui nous écoutent à nouveau sur la chaîne Harmonie au foyer. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter une histoire pleine de douleurs, chargée de patience, et qui laisse beaucoup à réfléchir. Si cette histoire vous émeut, vous aide à mieux comprendre ou vous permet d'en tirer une leçon pour vous-même. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne pour nous donner l'élan nécessaire afin de continuer à apporter des histoires humaines chaque jour. La porte de la chambre s'entr'ouvrit et le grincement des charnières non huilées perça la nuit silencieuse d'un son lugubre. J'étais épuisée après une longue journée passée à traiter des montagnes de rapports financiers, sans parler de la soirée de célébration pour mon nouveau poste de vice-présidente des ventes pour la nouvelle succursale d'Île-de-France. Les coupes de champagne de la région de Reims en mon honneur et les poignées de main des membres du conseil d'administration avaient drainé la moindre goutte de mon énergie. En arrivant à notre maison au Vésinet dans les Yvelines, j'ai eu à peine le temps de retirer mon tailleur professionnel, de me démaquiller et de m'effondrer sur le moelleux du matelas, sombrant dans un sommeil profond et sans rêve. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Dans mon sommeil, j'ai senti une main rugueuse appuyée fermement sur mon front, écrasant ma tête contre l'oreiller. En même temps, quelque chose de métallique et d'un froid glacial a bourdonné et glissé avec force sur mon cuir chevelu. Accompagnant cela, un bourdonnement monotone et constant résonnait comme un essaim d'abeilles en colère juste à côté de mon oreille. Un courant d'air provenant de la climatisation a frappé directement ma tête nue, provoquant un frisson. L'odeur de cheveux brûlés par la friction a immédiatement frappé mon nez. L'instinct de survie m'a réveillée. J'ai ouvert les yeux hébétés. La chambre était plongée dans l'obscurité. Seule la lumière jaunâtre des lampadaires de la rue filtrait à travers les interstices des rideaux, mais cette lumière était suffisante pour distinguer une ombre noire penchée sur le bord de mon lit. Cette ombre tenait un petit objet qu'elle faisait monter et descendre sur ma tête. Une à une, les mèches de mon opulente chevelure, ondulée, la fierté que j'avais soigneusement entretenue pendant des années, tombait éparpillée, glissant sur mes épaules et recouvrant les draps blancs comme neige. Qui est-ce, là, chez moi » j'ai crié de toutes mes forces, luttant pour repousser la main qui tenait mon front. J'ai reculé en utilisant un coussin décoratif comme bouclier. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Ma main tremblante a cherché à tâtons l'interrupteur sur le mur. Clic. La lumière blanche et aveuglante du plafonnier s'est allumée, dissipant l'obscurité et révélant une scène qui m'a glacé le sang dans les veines. Debout près de mon lit, ce n'était pas un cambrioleur ni un pervers qui s'était introduit de l'extérieur. C'était ma belle-mère Hermine. Elle portait son pyjama en soie bordeaux et son visage vieilli était contorsionné en un amas de rides. Ses yeux me fixaient sans ciller. La partie la plus terrifiante était que dans sa main, elle tenait une tondeuse à barbe électrique, le genre que mon mari utilisait pour son entretien. La tondeuse avait toujours le voyant rouge allumé et émettait un bourdonnement sourd. À ses pieds, sur le tapis en laine coûteux et sur l'oreiller où je venais de dormir, gisaient des touffes de mes longs cheveux noirs comme des cadavres. J'ai précipité mes mains vers ma tête, il n'y avait plus rien. Mes doigts ont touché la peau irrégulière et rugueuse de mon cuir chevelu couverte de plaques inégales. Elle avait rasé plus de la moitié de ma tête. Une bande blanche et nue s'étirait de la nuque jusqu'à mon front. Un sentiment d'horreur, d'humiliation et d'indignation a érupté en moi comme un volcan. J'ai regardé la femme en face de moi, tremblant de la tête aux pieds, la poitrine haletante, incapable de respirer. « Mère, que faites-vous, bon sang ? Avez-vous perdu la tête ? Pourquoi avez-vous rasé mes cheveux ? Pourquoi cries-tu, et petite peste, veux-tu que tout le quartier se réveille et voit comment tu manques de respect à ta belle-mère ? Oui, j'ai rasé tes cheveux. Et alors ? L'attitude effrontée et défiante d'Hermine m'a laissé sans souffle. Elle ne montrait pas la moindre trace de gêne ou de regret d'avoir été surprise dans un acte d'agression physique aussi cruel. Elle a éteint la tondeuse d'un clic sec et l'a jetée sur ma coiffeuse avec un bruit métallique. Elle a croisé les bras et m'a regardé avec dédain.
C'est mon corps. De quel droit me contrôlez-vous pendant que je dors pour faire une chose aussi abjecte? Qu'ai-je fait de mal pour que vous me traitiez comme un animal? De quel droit? Du droit d'être ta belle-mère, je suis la matriarche de cette maison, tu te crois si importante parce qu'ils t'ont promue vice-présidente, tu pars tôt et reviens tard, tu sors boire des verres avec tes collègues masculins, tu as abandonné les tâches ménagères, tu regardes mon Enguerrand de haut, une femme mariée doit connaître sa place. Les femmes sont faites pour élever des enfants et servir la famille de leur mari, pourquoi te pomponner autant avec ces boucles et ces cheveux manucurés? Pour séduire qui je t'ai tondu jusqu'au crâne pour que tu perdes l'envie de parader dehors. À partir de demain, tu restes à la maison. Fini d'être vice-présidente, as-tu l'intention de piétiner mon fils? Chacun de ces mots, tranchant comme un rasoir, bourdonnait à mes oreilles. C'était une humiliation absolue. C'était moi qui rapportais l'argent à la maison. J'étais arrivée là où j'étais, grâce à mes propres compétences, avec ma sueur et mes larmes. Cette maison bourgeoise de 4 étages, dans l'un des meilleurs quartiers du Vésiné, chaque brique, chaque canapé, même l'argent pour les factures et les courses quotidiennes de cette famille, provenait de mon compte bancaire. Et qu'en était-il d'Enguerrand, son fils préféré, un homme de 35 ans qui se vantait d'être chef de département dans une agence de relations publiques, mais qui n'était que du vent avec un salaire dérisoire. Chaque mois, il demandait de l'argent pour ses déjeuners d'affaires et ses sorties. Il vivait comme un parasite, s'accrochant à moi pour satisfaire sa vanité. Et pourtant, aux yeux d'Hermine, je n'étais rien de plus qu'une femme de petite vertu qui avait besoin d'être rasée et enfermée dans la cuisine. Les cris de 2 femmes au milieu de la nuit ont réveillé Enguerrand. La porte de la salle de bain s'est ouverte et il est entré, portant toujours le pyjama en soie coûteux que je lui avais acheté le mois précédent avec ma prime. En me voyant recroquevillée sur le lit, la tête rasée par endroits et des cheveux éparpillés partout, tandis que sa mère se tenait au milieu de la pièce avec un air de défi, Enguerrand s'est figé pendant 3 secondes. Je l'ai regardé avec un mélange de supplication et d'extrême indignation. Je m'attendais à ce que mon mari me défende, qu'il hurle et s'enrage face à une agression psychologique et physique aussi brutale. « Enguerrand, regarde ce que ta mère m'a fait. Elle a rasé ma tête en secret pendant que je dormais. Tu es mon mari, dis quelque chose. Ta mère est complètement folle. » Mais Enguerrand a seulement froncé les sourcils. Il ne s'est pas approché pour me serrer dans ses bras. Il n'a fait aucun geste pour arrêter ou faire des reproches à sa mère. Il a marché jusqu'à la coiffeuse, a ramassé la tondeuse, l'a examinée, et en poussant un soupir a dit « Pour l'amour de Dieu, Isaline, quelle scène tu fais au milieu de la nuit pour une broutille ?» Maman est allée un peu trop loin, mais au final, elle l'a fait parce qu'elle se soucie de ce foyer. Ces derniers temps, tu travailles trop, tu négliges les repas, la maison est toujours froide. Puisque tu ne l'écoutais pas, elle a dû utiliser la manière forte. Les cheveux repoussent dans quelques mois. Ce n'est pas si grave. Tu n'as pas besoin de crier et de pleurer comme si la maison était en feu. Je me suis figée. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de frapper mon cœur avec une masse, brisant mes derniers espoirs. La manière forte, une broutille. Il qualifiait une agression physique et une humiliation à la dignité de sa femme de manière forte, et ce n'était pas si grave. Moi, qu'est-ce que tu as dit que les cheveux repoussent? Et qu'en est-il de mon honneur et de mon poste dans l'entreprise? Avec quel visage suis-je censé aller au bureau demain pour voir mes employés, mes partenaires? Le conseil d'administration avec ma tête rasée comme ça. Vous avez planifié ça ensemble pour me coincer, n'est-ce pas? Tu vois Enguerrand, elle ne pense qu'à son entreprise, à ses partenaires. Ce foyer ne lui importe pas du tout. Son honneur est plus important que la réputation de la famille de son mari. Écoute-moi bien, Isaline. Demain matin, tu soumets ta lettre de démission. Tu restes à la maison, tu me donnes un petit-fils et tu te consacres aux courses et à la cuisine pour ton mari. Enguerrand a l'air maigre ces derniers temps parce que tu ne sais pas prendre soin de lui. Si tu ne m'obéis pas, je lui dirai de déposer les papiers du divorce et de te jeter à la rue. J'ai regardé la mère et le fils, une belle-mère cruelle et avide, qui vivait comme une reine avec l'argent de sa belle-fille, mais qui agissait toujours comme si elle avait le droit de vie ou de mort sur elle. Un mari lâche, hypocrite et faible qui se cachait derrière sa mère, mais adorait jouer au maître de maison. À cet instant, l'atmosphère suffocante de la pièce m'a étranglée. Toute ma patience, tous mes efforts pour construire cette famille au cours des 3 dernières années étaient devenus une mauvaise blague. J'avais essayé d'être une bonne belle-fille, donnant à Hermine 2000 € par mois pour ses dépenses personnelles, sans compter l'argent des courses. J'avais acheté à Enguerrand tout de ses sous-vêtements de créateur à son SUV haut de gamme
pour qu'il puisse sauver la face devant ses collègues. Je pensais que si j'étais sincère, si je me sacrifiais, il le comprendrait et le valoriserait, mais je m'étais misérablement trompée. Mon sacrifice à leurs yeux était simplement mon devoir, ils me voyaient comme une machine à fabriquer de l'argent, et quand cette machine a commencé à avoir sa propre voix et un statut social supérieur à celui de son fils, ils ont eu peur. L'ego des parasites était blessé. Ils craignaient que j'éclipse Enguerrand, alors ils ont eu recours à la méthode la plus basse et la plus sale pour détruire ma fierté, pour m'entraîner vers le bas, jusqu'à leur niveau de médiocrité. Je me suis penchée et j'ai ramassé une longue mèche de mes cheveux sur le sol, la serrant dans mon poing. Mes jointures ont blanchi et mes ongles se sont enfoncés dans la paume de ma main jusqu'au sang. Mes larmes avaient séché. L'indignation initiale a été rapidement remplacée par une froideur et une lucidité terrifiante. Lentement, j'ai levé la tête et j'ai regardé Enguerrand et Hermine. Je ne criais plus. J'ai rassemblé tous les cheveux du lit, j'en ai fait une boule et je l'ai jeté à la poubelle. Puis je me suis levée et j'ai marché pieds nus jusqu'à me retrouver juste devant Hermine. J'ai esquissé un faible sourire. Mère a raison, pourquoi une femme devrait-elle se tuer à travailler à l'extérieur? Les cheveux sont déjà rasés. Même si je voulais aller travailler demain, je n'oserais pas me présenter au bureau pour qu'ils se moquent de moi. Hermine et Enguerrand se sont regardés avec une expression de surprise mêlée d'une immense satisfaction. Ils croyaient que leur attaque brutale avait complètement écrasé ma résistance. Ils pensaient que l'oiseau chanteur, les ailes arrachées, se recroquevillerait de peur pleurant et se soumettant à leur volonté dans sa cage. C'est comme ça que j'aime ça, ma chérie, que tu comprennes les choses. Une femme vaut ce que vaut son mari. Ça ne sert à rien d'être vice-présidente si ta famille s'effondre. Demain, je t'emmènerai au magasin pour acheter de nouvelles casseroles. Tu restes à la maison, tu nettoies. Et tu prépares à manger pour maman et moi. Je m'occuperai de l'argent. Tu n'as à t'inquiéter de rien. C'est le bon état d'esprit. Si tu es docile, tu vivras bien. Sinon, à la rue. Bon, il se fait tard. Je retourne dans ma chambre pour dormir. Demain, n'oublie pas de te lever à 5h30 pour aller au marché acheter du paleron de première qualité pour préparer un bon pot-au-feu mijoté pour le déjeuner d'Enguerrand. Ces derniers temps, il se plaint que la nourriture des restaurants contient trop de sel et lui donne mal à la tête. Tu as intérêt à bien le faire. Hermine m'a jeté l'ordre avec hauteur et s'est retournée pour quitter la pièce, se pavanant comme une reine qui venait de soumettre une rebelle. Enguerrand a aussi bâillé, s'est mis au lit, a remonté la couverture jusqu'à sa poitrine et a fermé les yeux pour se rendormir comme si de rien n'était ignorant sa femme, qui se tenait toujours au milieu de la pièce avec la tête détruite. Je suis restée immobile, regardant le dos de ce mari lâche qui ronflait déjà. Très bien, vous voulez que je quitte le travail, vous voulez que je reste à la maison comme votre servante, je jouerai le jeu jusqu'à la fin, mais Enguerrand, tu dis que tu vas t'occuper de l'argent. Avec ton salaire de 4 500 € par mois, tu n'as même pas de quoi payer l'essence de ta voiture, tes cafés en terrasse et tes dettes de carte de crédit. Comment vas-tu entretenir une maison dont les dépenses mensuelles s'élèvent à 8 000 €? Et vous, mère, vous voulez un pot-au-feu fait à feu doux par votre belle-fille? Très bien, nous verrons demain matin, quand votre portefeuille sera vide, quand votre belle-fille ne lâchera pas un seul centime avec quoi vous allez acheter la viande. Et qu'allez-vous manger? Je suis allée directement à la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Je me suis tenue devant le grand miroir observant mon visage pâle et mes cheveux rasés par morceaux, ce qui me donnait une apparence monstrueuse comme une patiente malade. J'ai ramassé la tondeuse qu'elle avait jetée, je l'ai branchée et je l'ai allumée. Le bourdonnement est revenu. De ma propre main, j'ai rasé les mèches restantes. Les cheveux sont tombés dans le lavabo. J'ai continué jusqu'à ce que ma tête soit complètement lisse. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'avais plus ma crinière ondulée féminine, mais mon regard était plus perçant et plus brûlant que jamais. J'ai pleuré pour mes cheveux, mais à partir de ce soir, je ferai pleurer des larmes de sang à toute cette famille pour avoir osé me toucher. J'ai ouvert l'application de ma banque sur mon téléphone. Mes doigts ont glissé avec rapidité et décision sur l'écran. J'ai transféré l'intégralité des 300 000 € d'économie du compte joint, de l'argent que j'avais seul gagné et épargné, vers un compte secret au nom de ma mère. Ensuite, je suis allée dans la section de gestion des cartes et j'ai annulé définitivement les 2 cartes supplémentaires que j'avais données à Enguerrand et Hermine pour leurs achats. Enfin, j'ai annulé tous les prélèvements automatiques pour les factures d'électricité, d'eau et d'internet de la maison.
Une fois le robinet économique fermé, j'ai ouvert mon application de messagerie et j'ai écrit un message à mon assistante de confiance au bureau. Annule toutes les réunions de demain. Je travaillerai de chez moi pendant un certain temps. Dis au PDG que j'ai demandé des congés pour une affaire familiale urgente. Je donnerai toutes les instructions par email. J'ai éteint le téléphone et je me suis regardé dans les yeux dans le miroir une dernière fois. Le jeu venait de commencer. Vous avez coupé mes cheveux, je vais couper vos vivres. Voyons combien de temps votre acte de noble famille et votre arrogance durent, sans l'argent gagné à la sueur de cette belle fille. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons du soleil ont filtré à travers l'interstice des rideaux, je me suis levée. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir le placard, de choisir un grand foulard en soie noire et de l'enrouler soigneusement autour de ma tête, désormais chauve. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'avais plus le regard acéré d'une vice-présidente. Faisant exprès, j'ai laissé mon visage pâle et sans maquillage, ajoutant un peu d'ombre grise sous mes yeux pour avoir l'air de quelqu'un de complètement abattu. Je suis descendue traînant délibérément mes pieds nus sur le parquet pour produire un son langoureux. Dans la cuisine, Hermine était déjà réveillée, mais elle ne cuisinait pas. Elle était assise, les jambes croisées sur une chaise, faisant défiler l'écran de son téléphone, me regardant avec un mélange de curiosité et d'allégresse. Me voyant avec la tête couverte, elle a laissé échapper un rire moqueur. « Regarde-toi, sans cheveux, avec ce chiffon sur la tête, tu as l'air d'une mendiante. Je me demande si tu as déjà soumis ta démission ou si tu t'accroches toujours à ce titre de vice-présidente pour continuer à flirter avec des hommes. » J'ai baissé la tête, faisant semblant de retenir mes larmes, et d'une voix tremblante, j'ai répondu « J'ai déjà envoyé l'email de démission au PDG hier soir, je n'ai plus la face pour retourner au travail. Dorénavant, je resterai à la maison pour prendre soin de vous et d'Enguerrand. » En entendant mes mots, les yeux d'Hermine ont brillé comme des phares de voiture. Elle a tapé sur sa cuisse et s'est exclamée joyeusement « C'est comme ça que doit être une femme. Si tu connais ta place, la maison sera en paix. » Puis, d'un geste autoritaire, elle m'a ordonné de prendre la voiture et d'aller immédiatement à l'épicerie Fine Bio pour acheter de la viande de première qualité pour le plat mijoté, et pendant que j'y étais d'acheter du caviar coûteux, parce que dernièrement elle se sentait un peu faible, j'ai hoché la tête, mais en me frottant les mains, j'ai dit d'une voix étranglée « Hier soir, j'ai tellement pleuré que maintenant j'ai des vertiges, je suis sur le point de m'évanouir, je pense que je vais devoir aller dans ma chambre pour me reposer un moment. » Pour les courses, vous pouvez utiliser la carte de crédit supplémentaire que je vous ai donnée. Vous connaissez le code PIN. Hermine, ravie à l'idée de pouvoir utiliser la carte à sa guise, n'a même pas remarqué mon apparence mourante. Elle a attrapé le sac de créateur que je lui avais offert et s'est pavanée hors de la maison. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Dès que la porte s'est fermée, mon expression de souffrance a disparu, remplacée par un demi-sourire froid. J'ai pris un ordinateur portable de rechange, un routeur 5G portable et une boîte de biscuits que j'avais cachée dans ma valise. J'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé la réunion en ligne avec le conseil d'administration. Le PDG a parfaitement compris ma demande de travailler à domicile pendant 1 semaine pour des raisons de santé. Pour l'entreprise, quelqu'un qui générait autant de revenus que moi pouvait travailler de n'importe où tant que je livrais des résultats. Pendant que je savourais un café et réglais des affaires professionnelles dans ma chambre fraîche, une tragicomédie se déroulait à l'épicerie fine mettant en vedette ma belle-mère. Grâce aux notifications de l'application bancaire, je pouvais suivre tous ses mouvements. Hermine est allée directement au plus grand comptoir de boucherie où elle avait l'habitude de se vanter d'avoir une belle-fille vice-présidente. Avec un air arrogant, elle a demandé au boucher 4 kilos du meilleur bœuf maturé. Ensuite, elle est allée au rayon des fruits de mer de luxe et a ajouté quelques crabes royaux qui coûtaient près de 300 €. Elle pensait que même si j'avais quitté mon travail, l'argent sur la carte serait toujours là, alors elle a dépensé sans se soucier de rien. Au moment de payer, Hermine a sorti la carte noire avec hauteur et l'a donnée à l'employé. Le terminal a indiqué « Transaction refusée ». L'employé a froncé les sourcils et a essayé une 2e puis une 3e fois. La machine a continué à afficher le même message, carte bloquée. Assise chez moi, voyant les notifications de transactions échouées en raison d'une carte définitivement bloquée, je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Hermine avait dû devenir rouge de rage. Selon ce qu'une voisine bavarde m'a raconté plus tard, elle a commencé à crier sur l'employé insultant la machine et la banque. Mais quand l'employé, avec un regard de mépris, a repris le sac avec les crabes et la viande en marmonnant « Si vous n'avez pas d'argent, ne jouez pas aux riches.
Belle robe en soie, mais n'a même pas 50 euros. Hermine n'a eu d'autre choix que de ravaler sa fierté et de rentrer à pied sous le soleil de plomb de midi. Au même moment, dans une brasserie de luxe à La Défense, Enguerrand subissait une humiliation similaire. Il avait invité un directeur de crédit bancaire et plusieurs partenaires importants à déjeuner pour se faire des contacts. Normalement, ces déjeuners coûtaient des centaines d'euros et c'est moi qui les payais, ou bien il utilisait ma carte supplémentaire pour ensuite se vanter que c'était son budget de représentation. Je l'imagine très bien manger et boire à satiété, commander des vins chers, agissant comme s'il était le grand patron qui régalait tout le monde. Quand le serveur a apporté l'addition qui s'élevait à près de 700 euros, Enguerrand a sorti avec indifférence la carte que je lui avais donnée. Et bien sûr, le résultat fut le même que pour sa mère. Le terminal a affiché une erreur. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Un 210 appel manqué d'Enguerrand. Il m'a envoyé une avalanche de messages écrits à la hâte et plein de fautes de frappe dues à la panique. Il me demandait pourquoi la carte était bloquée, exigeant que je lui transfère 800 euros immédiatement, parce qu'il était devant ses partenaires et que s'il ne payait pas, il perdrait toute sa crédibilité. J'ai regardé l'écran clignotant du téléphone et je l'ai simplement éteint. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis étirée. De la crédibilité. Tu as rasé ma tête. Tu m'as dépouillé de mon estime de moi. Aujourd'hui, je vais t'arracher ton masque de fausse d'apparence et voir comment un parasite se tortille quand son approvisionnement est coupé. Ce soir-là, quand je suis descendue, la cuisine était plongée dans l'obscurité, sans aucune odeur de nourriture. Hermine était assise sur le canapé, le visage bouffi et les cheveux en désordre, après avoir marché sous le soleil. Enguerrand venait d'arriver avec une chemise froissée et le visage rouge de honte. Dès qu'il m'a vue, il s'est jeté sur moi comme un animal sauvage prêt à me gifler, mais il s'est arrêté en voyant mon regard glacial. Il m'a hurlé dessus, me demandant ce que diable j'avais fait pour que la carte soit bloquée, disant qu'il avait dû emprunter de l'argent à ses collègues pour payer le déjeuner, faisant de lui la risée de ses partenaires. Hermine a rejoint le chœur, m'accusant de lui avoir tendu un piège pour que les commerçants du marché l'insultent, la traitant de mendiante affamée. Avec calme, je me suis servi un verre d'eau, j'ai pris une gorgée, et de la voix la plus faible et la plus innocente que j'ai pu feindre, j'ai dit « Ce matin, j'ai soumis ma démission exactement comme maire, et toi le vouliez. L'entreprise, voyant que je partais si soudainement, a temporairement gelé mon compte de paie pour équilibrer les dettes. Et comme je n'ai plus de revenus prouvables, la banque a définitivement bloqué la carte de crédit en raison du risque de défaut de paiement. » J'ai cligné des yeux, regardant Enguerrand, et j'ai forcé une fausse larme, tout en lui rappelant ses propres mots de la veille. « N'est-ce pas toi qui as dit hier soir, en te frappant la poitrine, que dorénavant tu t'occuperais de l'argent? Mère n'a-t-elle pas dit que je devais juste rester à la maison à balayer et nettoyer? Je suis au chômage, je ne peux même pas subvenir à mes propres besoins. Et avec les cartes bloquées, où vais-je trouver de l'argent pour vous en donner à toi et à mère? À partir de demain, l'argent pour les courses et les dépenses du foyer dépendra de ton salaire de 4 100 euros, chérie. » En m'entendant, le visage d'Enguerrand a palividé de la moindre goutte de sang. Il a reculé et s'est effondré sur le canapé. Sa promesse de s'occuper de l'argent n'avait été que la fanfaronnade d'un vantard qui pensait avoir mon compte bancaire à sa disposition. Maintenant, face à la dure réalité, il réalisait que son salaire de 4 500 euros ne suffisait même pas à payer l'électricité, l'eau, le gaz et les traites de sa voiture chaque mois. J'ai couvert mon visage feignant de pleurer et j'ai couru vers ma chambre, laissant la mère et le fils assis dans le noir. Cette nuit-là, ils auraient une fin, mais la fin d'aujourd'hui n'était que le début. Le véritable cauchemar pour cette misérable famille ne faisait que commencer. Les jours suivants se sont écoulés dans une atmosphère si lourde et tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. La vérité longtemps cachée que cette famille bourgeoise vivait de l'argent de la belle-fille a été exposée de la manière la plus brutale. Au début du mois, les factures sont arrivées comme une pluie de condamnation à mort. La facture d'électricité, avec la chaleur de l'été, dépassait les 500 euros puisque Hermine laissait la climatisation tourner 24 heures sur 24. La facture d'eau, près de 100 euros. Les charges de copropriété Internet, la télévision par câble. J'ai rassemblé tous ces papiers et je les ai collés avec un aimant sur la porte du réfrigérateur, dans la cuisine, là où quiconque y entrerait les verrait. Le soir, quand Enguerrand est rentré du travail et a vu la montagne de factures, son visage s'est ratatiné comme une figue sèche. Il est monté dans ma chambre et a tambouriné à la porte en m'appelant d'une voix irritée. Il a jeté la liasse de factures sur la table et a exigé que je sorte l'argent pour les payer. S'il coupe le courant et l'eau, comment allons-nous vivre?
Moi, toujours avec le foulard en soie sur la tête, je me suis assise sur le canapé et j'ai répondu avec indifférence: Je t'ai déjà dit que j'étais au chômage. Mon compte est à 0. Où est ton argent? Tu paies. C'est ta maison. Ta mère est ta mère. Tu es le chef de famille. Tu dois prendre tes responsabilités. Enguerrand est resté sans voix. Il a passé ses mains dans ses cheveux en désespoir de cause et a regardé dans son portefeuille. Il ne lui restait que 40 €. Voyant le billet froissé, Hermine, qui était à ses côtés, s'est impatientée. Elle a suggéré à Enguerrand de demander une avance sur salaire pour payer, mais il lui a hurlé qu'il avait déjà demandé une avance la semaine précédente pour rembourser des dettes de jeu. Il ne restait plus rien. La mère et le fils se sont regardés puis m'ont regardé avec un mélange de haine et de supplication. Mais je me suis simplement retournée, je suis entrée dans ma chambre et j'ai claqué la porte, les laissant seuls avec leurs dettes. Le lendemain, la chaleur dans la région a atteint son paroxysme, la température extérieure avoisinait les 35 degrés Celsius et l'asphalte dégageait une chaleur étouffante semblable à celle d'un four. À midi pile, alors qu'Hermine somnolait sous la brise fraîche de la climatisation, un clic sec a retenti. Tout le système électrique de la maison s'est coupé, la climatisation s'est arrêtée, le ventilateur de plafond a cessé de tourner. La maison de 4 étages est instantanément devenue une cocotte minute. Hermine s'est réveillée en sursaut, la sueur perlant sur son front. Elle est sortie sur le balcon et a vu que les maisons des voisins avaient toujours leur climatisation à plein régime. Désespérée, elle a appelé Enguerrand en hurlant que la compagnie d'électricité avait réellement coupé le courant, qu'elle allait mourir de chaleur. Elle a exigé qu'il trouve l'argent pour payer immédiatement, mais Enguerrand, de l'autre côté du téléphone, n'a pu que soupirer d'impuissance, disant qu'il avait demandé de l'argent à ses amis et que personne ne lui en avait prêté. Il verrait quoi faire ce soir. J'étais dans mon bureau à domicile avec la porte fermée, utilisant un ventilateur haute capacité sur batterie que j'avais acheté et chargé 3 jours auparavant. Sur mon bureau se trouvait une petite glacière pleine de glaçons de soda et de fruits frais que j'avais montés en cachette. Avec mon casque à réduction de bruit sur les oreilles, je réglais tranquillement les affaires de l'entreprise via ma connexion 5G personnelle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte, j'entendais les pas agités d'Hermine, le bruit de son éventail manuel et ses malédictions contre le ciel, la compagnie d'électricité et bien sûr, moi. Mais le désastre ne s'est pas arrêté là. L'après-midi, Hermine a essayé de se laver le visage pour se rafraîchir, mais en tournant le robinet, pas une goutte n'est sortie. Ils avaient également coupé l'eau pour 2 mois de non-paiement car j'avais délibérément omis de payer le mois précédent. Toute la maison sans une goutte d'eau, une chaleur étouffante, une sueur poisseuse. La salle de bain a commencé à sentir mauvais parce qu'on ne pouvait pas tirer la chasse d'eau. La façade d'une famille aisée s'était effondrée en à peine 24 heures. Quand Enguerrand est arrivé à la maison ce soir-là, il ressemblait à un mendiant. Sa chemise trempée de sueur collait à son corps et son visage était hagard. Il a ouvert le réfrigérateur à la recherche d'eau et n'a trouvé qu'une bouffée d'air chaud. La nourriture restée à l'intérieur commençait à pourrir, dégageant une odeur aigre. Hermine était assise sur le carrelage pour soulager la chaleur, mangeant un morceau de pain rassis parce qu'il n'y avait pas d'eau pour cuisiner. En voyant son fils, elle a fondu en larmes comme un enfant hurlant que la maison était devenue un enfer. Elle a exigé qu'Enguerrand me force à sortir l'argent ou elle mourrait sur place. Enguerrand furieux est venu frapper à ma porte avec violence. Il m'a hurlé d'arrêter de faire semblant qu'il savait que j'avais de l'argent caché et m'a ordonné de le lui donner pour remettre le courant et l'eau, sinon il défoncerait la porte. Je suis sortie calmement, j'ai entrouvert la porte et j'ai senti l'air chaud et l'odeur de sueur aigre de son corps. J'ai esquissé un demi-sourire et j'ai dit, de la voix la plus impassible possible: de l'argent caché? Le moindre centime que j'ai gagné, je l'ai investi dans cette maison pour t'acheter un SUV pour nourrir ta mère, avec des steaks de première qualité et des fruits de mer. Quand je travaillais, tu m'insultais, tu me traitais de mauvaise femme, tu as rasé ma tête, et tu m'as forcé à partir. Maintenant que je t'ai écouté et que je suis inutile, tu t'attends à ce qu'une personne inutile génère de l'argent. Des gens aussi intelligents que toi, il y en a 13 à la douzaine d'où je viens. Enguerrand est resté sans voix. Il a levé la main pour me frapper, mais je n'ai pas scié. Je l'ai regardé droit dans les yeux, d'un air de défi. Je lui ai dit de me frapper, de me tuer, s'il le voulait, pour que la police vienne mettre fin à ce gâchis, parce que j'en avais déjà marre de vivre dans ce dépotoir.
En voyant la détermination et la folie dans mes yeux, Enguerrand a baissé la main. Sa nature était celle d'un lâche qui ne s'enhardissait que lorsque les autres cédaient. Maintenant qu'il voyait que je n'avais rien à perdre, il a eu peur. Il a reculé, se tenant la tête d'impuissance. Le lundi suivant, la tragédie a atteint son apogée quand Enguerrand a dû aller travailler. En tant que chef de département, il devait toujours porter un costume et une chemise repassée. Mais sans électricité, le fer à repasser n'était qu'un bout de métal inutile. Sans eau, il ne pouvait ni se doucher, ni laver ses vêtements. Il a dû enfiler la même chemise froissée, avec des taches de sueur de la semaine précédente, s'aspergeant d'eau de Cologne bon marché pour masquer l'odeur corporelle. Voir cet homme qui me donnait toujours des leçons de vie se faufiler hors de la maison, l'air si débraillé, m'a rempli d'une profonde satisfaction. Quant à Hermine, elle n'osait plus sortir sur le balcon ni parler aux voisins. Elle avait honte. Tout le quartier savait que leur famille avait eu le courant et l'eau coupée pour non-paiement. Sa fausse réputation avait été détruite par mes soins, mais je savais que sa patience avait des limites. Ils n'allaient pas rester les bras croisés, ils essaieraient de contre-attaquer pour survivre, et j'attendais le moment où ils feraient tomber leur dernier masque pour pouvoir mettre fin à ce mariage pourri avec tout le poids de la loi. Le 5e jour depuis la coupure des services d'Enguerrand a finalement dû contracter un prêt auprès d'un usurier sans scrupules pour payer et rétablir le courant et l'eau. Juste au moment où la lumière a de nouveau illuminé le salon, une violente confrontation a éclaté. J'étais assise sur le canapé feuilletant tranquillement, un magazine avec le foulard noir toujours sur la tête. Enguerrand et Hermine sont entrés lui avec une expression meurtrière, et elle le suivant avec un regard qui voulait me dévorer. Enguerrand a jeté sa mallette en cuir sur la table en verre, produisant un son perçant. « Alors tu restes assise là à lire des magazines? Sais-tu que je viens de m'humilier en contractant un prêt auprès d'un requin pour payer le courant et l'eau de cette maison? Combien de temps vas-tu continuer ce cirque? Où as-tu les économies? Dis-le-moi tout de suite, ou aujourd'hui tu ne t'en sortiras pas. C'est vrai. Tu es sans cœur et diabolique. Avais-tu l'intention de tuer ta belle-mère avec la chaleur? Je sais parfaitement que tu caches de l'argent pour le donner à ta famille. Sors l'argent tout de suite et paie la dette d'Enguerrand. N'as-tu pas honte d'être une femme qui laisse son mari s'endetter? J'ai lentement fermé le magazine et je l'ai posé délicatement sur la table. J'ai regardé la mère et le fils qui s'agitaient furieusement. Comme des bêtes acculées, un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti une liasse de papier imprimé en couleurs et agrafés. Je les ai jetés sur la table juste devant Enguerrand. Des économies, payer ta dette. Ouvre grand les yeux et regarde d'où vient la dette de ton cher fils. Enguerrand a froncé les sourcils, a pris les papiers, et d'un seul coup d'œil à la première page, son visage est passé du rouge de la colère à un gris cendré. Sa main a tremblé et les feuilles se sont froissées. Hermine, voyant la pâleur de son fils, s'est penchée pour regarder. C'étaient des relevés bancaires et des captures d'écran de messages provenant de l'ancien téléphone d'Enguerrand, un téléphone qu'il croyait cassé et abandonné dans le grenier, mais que j'avais secrètement fait réparer pour récupérer les données le mois précédent. « Tu m'as espionné, tu as piraté mon téléphone. »« Je n'ai pas le temps d'espionner une ordure comme toi, mais les cieux ont des yeux. Tôt ou tard, tout éclate au grand jour. Qu'est-ce que c'est, Enguerrand? Pourquoi y a-t-il des messages demandant des prêts de dizaines de milliers d'euros? Pourquoi as-tu demandé cet argent? Laisse-moi te l'expliquer, mère, ton fils préféré, dont tu as toujours été si fière. Ton chef de département est en fait endetté jusqu'au cou. Il a joué sur des sites de paris sportifs en ligne, il s'est enfoncé, et maintenant il doit à des mafieux plus de 60 000 euros. Son salaire de 4 500 euros ne couvre même pas les intérêts usuraires chaque mois. Ferme ta gueule, tais-toi, ce sont des affaires d'hommes. Qu'est-ce que tu en sais? Des affaires d'hommes, entretenir une maîtresse est aussi une affaire d'hommes. Mère, regardez la 2e page. Regardez qui votre fils appelle mon amour. Regardez à qui il transfère 1 000 euros ou 2 000 euros chaque mois pour des sacs de créateurs et des voyages de luxe. Pendant que vous, à la maison, portez la même robe en soie depuis 3 ans, cette fille dépense l'argent gagné à la sueur de votre belle-fille. Hermine a arraché les papiers à Enguerrand. Elle a regardé avec des yeux exorbités les photos de lui enlaçant une jeune femme dans un hôtel, les messages de virements bancaires avec des textes comme « un petit plaisir pour que tu puisses aller au spa bébé » ou « ton homme t'a acheté un nouveau sac ?» Elle a vacillé, se tenant la poitrine incrédule. « Enguerrand, tu as une maîtresse, tu m'as menti. Tu me disais que tu partais en voyage d'affaires, que tu avais des dîners avec des clients. Tu dois 60 000 € à la pègre. Où vais-je trouver cet argent pour le payer, mon fils ?» Maman, n'écoute pas cette folle. C'est de sa faute.
Elle était toujours plongée dans son travail, négligeant le foyer. Je m'ennuyais, et c'est pourquoi j'ai cherché à m'amuser dehors. Si elle avait été une épouse attentive, je ne me serais pas mis dans ses pétrins. Tu es ma femme. Tu as la responsabilité d'en assumer les conséquences avec moi. Sors les économies et paie ma dette tout de suite. J'ai laissé échapper un rire. Mon rire a résonné dans le salon amer et plein de mépris. Un homme si lâche qu'il rejetait la faute de son infidélité et de son addiction au jeu sur le dévouement de sa femme. La responsabilité Enguerrand, sais-tu ce qu'est la honte? Avec quelle autorité exiges-tu de l'argent de moi? Oh, et en parlant d'argent, il y a 2 mois, les bijoux de famille que mes parents m'ont offerts en cadeau de mariage et que je gardais dans le coffre-fort ont disparu. Je pensais que nous avions été cambriolés et j'étais sur le point d'appeler la police. Mais hier, en lisant tes messages avec cette fille, j'ai découvert que c'était toi le voleur déguisé en mari qui a forcé le coffre, volé les bijoux de ta femme, les a vendus et a donné l'argent à ta maîtresse. Quoi, les bijoux Enguerrand, tu as volé ces bijoux de mariage. Et tu fous mon fils, si elle te dénonce à la police, tu iras en prison. Oses-tu me dénoncer? Je suis ton mari. Les biens de la maison appartiennent à la communauté. Je les ai pris pour régler une affaire urgente. Pourquoi serait-ce un vol? Ne fais pas de scène. Si tu me coinces, je te tue. J'ai fait un pas en avant, me tenant face à face avec Enguerrand. Je n'ai pas cligné des yeux. Mon regard, comme 2 lames aiguisées, a creusé dans la lâcheté qu'il essayait de cacher derrière son agressivité. Me tuer, essaye un peu. Penses-tu que j'ai encore peur de cette famille? Une belle-mère qui rampe comme un rat pour raser sa belle-fille au milieu de la nuit, un mari parasite voleur, joueur et infidèle. Vous êtes une meute de parasites méprisables. Je n'ai pas appelé la police pour te dénoncer pour vol parce que je veux voir comment ces voyous vont te mettre en pièces quand tu ne pourras pas payer ta dette. Isaline, s'il te plaît, je t'en supplie. Après tout, c'est ton mari. Un jour d'époux sans jour de gratitude. Tu es riche. Tu gagnes beaucoup d'argent en tant que vice-présidente. Quelques milliers d'euros ne sont rien pour toi. Sors l'argent et sauve Enguerrand. Si les voyous lui brisent les jambes, comment vais-je vivre? Je te promets que dorénavant, je ne me mêlerai de rien. Je te laisserai travailler en paix. Sauve notre famille, ma fille. Hermine s'est soudainement agenouillée et a étreint mes jambes. Ses larmes et sa morve tachaient tout. Il y a seulement quelques jours, elle se tenait devant moi avec les mains sur les hanches, m'humiliait, me rasait et menaçait de me jeter à la rue, et maintenant, devant le spectre de la pègre et de la montagne de dettes, elle ravalait toute sa fierté pour me supplier de lâcher l'argent. C'était écœurant. Je me suis dégagée de son emprise d'un coup sec, secouant mon pantalon comme si j'avais été tachée par les ordures les plus fétides. De la gratitude. Du pardon, avez-vous oublié que vous avez vous-même coupé tout cela en même temps que mes cheveux? Mon argent ne serait-ce qu'1 centime, je préférerais le donner à manger aux chiens plutôt que de payer la dette d'un mari traître. Vous avez semé, maintenant récolté. Attendez, la partie la plus amusante est encore à venir. Je me suis détournée froidement et j'ai monté les escaliers, laissant derrière moi les gémissements d'Hermine, les insultes d'Enguerrand et ses coups contre les meubles qu'il casse, qu'ils détruisent, parce qu'ils ne le savent pas encore. Je ne veux pas seulement qu'ils se noient dans cette dette, je veux arracher leur masque de famille respectable, à la racine les balayer de ma vie et leur faire payer le prix fort. Dans les jours qui ont suivi cette confrontation, l'atmosphère dans la maison est devenue étouffante, comme le calme avant une grande tempête. Enguerrand n'osait plus hausser le ton avec moi. Hermine se déplaçait furtivement, me regardant en cachette avec un mélange de peur et de calcul. Mais je savais que pour un débiteur harcelé par la pègre comme Enguerrand, ce silence n'était pas du repentir, mais la gestation d'un plan plus désespéré et ruineux. Grâce à une caméra cachée que j'avais installée dans le salon, je voyais souvent la mère et le fils chuchoter au milieu de la nuit. Enguerrand passait constamment ses mains dans ses cheveux. Un jour, je l'ai même vu pleurer et s'agenouiller aux pieds d'Hermine. À travers les enregistrements audio, j'ai entendu Enguerrand dire désespérément à sa mère que les voyous l'avaient intercepté dans la rue et lui avaient donné une raclée menaçant que s'il ne payait pas les 60 000 € avant le week-end, ils iraient à son entreprise pour l'humilier et ensuite ils lui couperaient les tendons. Hermine a fondu en larmes, mais immédiatement sa nature avide et rusée a refait surface. Elle a suggéré un plan insensé à Enguerrand, vendre la maison en secret. Elle a argumenté que la maison évaluée à près de 2 millions d'euros pouvait être hypothéquée ou vendue rapidement pour au moins 1 million. Avec cet argent, il paierait la dette et garderait le reste pour s'enfuir et acheter un appartement me laissant avec les conséquences.
Le seul obstacle était que le titre de propriété se trouvait dans le coffre-fort de ma chambre et que ce coffre avait une serrure à empreinte digitale et à code un modèle haute sécurité que j'avais installé après le vol des bijoux. Assise dans un café regardant sur l'écran de mon téléphone comment ces deux-là prévoyaient de me voler, j'ai ressenti un froid glacial. J'avais acheté la maison avec mon propre argent avant de me marier et elle était uniquement à mon nom. Mais dans l'esprit de ces parasites, puisque j'étais leur belle-fille, tout ce qui était à moi était une propriété familiale. Quelle mentalité minable. Et puis ils sont passés à l'action. Ce soir-là, Hermine s'est approchée de ma chambre avec un plateau. Elle m'apportait un bol de soupe aux amandes, disant que j'avais l'air très maigre et pâle et qu'elle l'avait préparé elle-même pour que je puisse reprendre des forces. Elle s'est excusée doucement, m'assurant qu'elle avait passé un savon monumental à Enguerrand et l'avait forcé à se recentrer. Elle m'a supplié de boire la soupe et d'oublier ce qui s'était passé. En regardant le bol fumant, je savais parfaitement ce qu'il contenait. Je n'étais pas une nouvelle venue naïve dans la famille. J'ai souri, j'ai accepté la soupe, je l'ai remerciée abondamment et je l'ai emportée dans la chambre, disant que je prendrais une douche avant de la boire. Dans ma chambre, j'ai versé la soupe dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. Puis j'ai mis mon pyjama, j'ai éteint la lumière et je me suis mise au lit me couvrant avec la couverture jusqu'au cou. J'ai fait semblant de respirer de manière rythmée comme si j'étais profondément endormie sous l'effet d'un sédatif. Environ 15 minutes plus tard, la poignée de porte a tourné lentement, la porte s'est légèrement ouverte et le faisceau de la lampe de poche d'un téléphone a balayé mon visage avant de pointer vers le coffre-fort dans le coin du placard. Enguerrand et Hermine sont entrés sur la pointe des pieds, j'ai entrouvert un œil observant. Mon cœur battait avec force, non par peur, mais par mépris. Enguerrand a sorti un appareil étrange et a essayé de forcer le code et l'empreinte digitale. Il transpirait et jurait en chuchotant pendant que le coffre émettait des erreurs. Après, près d'une demi-heure de tentative, la serrure électronique a bipé et la lourde porte s'est ouverte. Hermine rayonnante y a plongé la main pour attraper le titre, mais son sourire triomphant s'est évanoui instantanément. Le coffre était vide. Pas de titre de propriété, pas de contrat, rien de valeur, seulement une feuille de papier avec de grosses lettres en gras placées au centre. Enguerrand tremblant a pris le papier et l'a éclairé. J'ai vu son visage se déformer passant de la pâleur au rouge, de la colère et de l'humiliation. Sur le papier, j'avais écrit une courte phrase « Vous cherchez le titre de propriété. A le titre à mon nom et gardé à la banque. Voleur de vie, dormez bien avec votre dette de 60 000 €. Enguerrand a froissé le papier, laissant échapper un juron. Hermine s'est tenue la poitrine haletante, terrifiée d'avoir été découverte et désespérée par l'échec de leur plan. Ils ont quitté la chambre aussi furtivement qu'ils y étaient entrés. Le lendemain matin, je me suis levée et je suis descendue me sentant incroyablement fraîche. Hermine et Enguerrand étaient assis à la table à manger avec des yeux caves et cernés me regardant sans oser rien dire. Je me suis servi un verre d'eau, je leur ai souri et j'ai dit avec un ton lourd de sous-entendu « Hier soir, j'ai merveilleusement bien dormi. La soupe de mer a un effet sédatif incroyable. Dommage qu'il semble y avoir des rats dans la maison dernièrement. Ils n'arrêtent pas de faire du bruit la nuit. » En m'entendant, Enguerrand a baissé la tête sur son bol de céréales et Hermine a nerveusement fait tomber sa cuillère. Ce coup psychologique leur a fait comprendre que je connaissais tous leurs mouvements et que je jouais avec eux comme un chat avec une souris. La fin de la route approchait pour mon terrible mari, et quand un chien est acculé, il mord de la manière la plus sale qui soit. Comme je l'avais prédit après l'échec du vol et avec l'échéance de la dette sur le point d'expirer, Enguerrand a joué sa dernière carte la plus abjecte qu'un homme puisse jouer, utiliser un enfant pour faire du chantage. Samedi après-midi, pendant que j'arrosais les orchidées dans le jardin, la sonnette a retenti. J'ai ouvert le portail et j'ai découvert une scène ridicule. Enguerrand entrait avec 2 immenses valises aidant une jeune femme. C'était Ondine, son amour des messages. Ondine portait une robe de maternité rouge moulante exhibant un ventre proéminent. Son visage était couvert de maquillage et ses lèvres étaient peintes en rouge vif. Elle portait des talons aiguilles, mais feignait de se déplacer avec difficulté, comme une femme sur le point d'accoucher. Hermine est sortie de la maison en courant. En voyant le ventre d'Ondine, ses yeux se sont illuminés. Enguerrand s'est raclé la gorge, a pris la main d'Ondine et, me regardant avec hauteur, a annoncé « Isaline, je ne te le cacherai plus. Voici Ondine, la femme que j'aime vraiment. Et plus important encore, Ondine attend mon enfant. L'héritier mâle de cette famille en est à son 4e mois. » En entendant « héritier mâle »,
Hermine, oubliant toute décence, s'est jetée sur Ondine, caressant son ventre et débordant d'éloges. Quelle bénédiction, enfin cette maison aura un héritier. Nous n'aurons pas à nous éteindre à cause d'une belle fille stérile. J'ai croisé les bras m'appuyant contre le pilier de l'entrée, observant la farce avec froideur. J'avais fait des tests médicaux et j'étais en parfaite santé. La raison pour laquelle nous n'avions pas eu d'enfant était la mauvaise santé d'Enguerrand due à l'alcool et au stress. Et maintenant, il a mené une étrangère prétendant qu'elle était enceinte de lui et me rejetait la faute. Enguerrand a continué d'une voix autoritaire exigeant un divorce immédiat. Si je signais docilement et leur laissais la maison pour former leur nid d'amour, ils me laisseraient en paix. Si je m'y opposais, ils m'humilieraient publiquement, me qualifiant de stérile et de cruelle pour avoir jeté sa mère et son enfant à naître à la rue. C'était ridicule. Un homme infidèle et endetté amenant sa maîtresse dans la maison de sa femme pour voler ses biens et payer ses dettes, et par-dessus le marché agissant comme s'il me faisait une faveur. Ondine est également intervenue la tête haute, disant que l'amour n'y était pour rien et que la faute incombait à celle qui ne savait pas garder son mari. Elle était convaincue que sa grossesse était son passeport pour entrer dans cette maison à 2 millions d'euros. Je ne me suis pas mise en colère. Je ne me suis pas jetée sur elle pour la griffer comme il s'y attendait. Avec des gens de ce calibre, ma colère était un luxe. Je me suis lentement approchée d'Ondine, mon regard la scrutant de la tête aux pieds, s'arrêtant sur son ventre anormalement bombé. Mon instinct me disait que quelque chose était faux. Une femme enceinte de 4 mois a à peine un ventre visible, et elle portait des talons aiguilles, était aspergée de parfum et son ventre était trop haut et trop rigide. J'ai souri légèrement et j'ai hoché la tête, disant qu'un enfant hors mariage était une affaire sérieuse qui devait être éclaircie. Si c'était vraiment l'enfant d'Enguerrand, j'étais prête à divorcer, mais à une condition. Ondine devrait vivre dans la maison pendant un certain temps pour que je puisse voir comment Enguerrand prenait soin d'elle, et j'avais besoin de temps pour contacter un avocat et diviser les biens équitablement. Enguerrand et Hermine, en m'entendant, se sont réjouis. Ils croyaient m'avoir vaincue avec le coup de l'héritier mâle et que j'avais cédé par peur du qu'en dira-t-on. Ils ont joyeusement porté les valises d'Ondine dans la meilleure chambre d'amis, mais ils ne savaient pas que l'autoriser à entrer dans ma maison était mon coup de maître. J'avais besoin d'elle ici sous ma supervision pour arracher son masque, exposer sa crasse et rassembler les preuves finales pour envoyer toute cette famille en enfer de la manière la plus légale et la plus satisfaisante possible. Ils voulaient jouer à la famille heureuse, parfait. J'allais faire de cette maison le théâtre de la plus grande tragédie de leur vie. La présence d'Ondine a rapidement transformé la maison en un cirque grotesque. Protégée par son titre de mère de l'héritier, elle se comportait comme un tyran. Hermine la dorlotait comme une reine, lui préparant des mets délicats. Enguerrand la servait servilement, jouant le rôle du père modèle. Un lundi matin, pendant que je travaillais sur mon ordinateur portable dans la salle à manger, Ondine est descendue par les escaliers. Elle portait un déshabillé en soie fin et provoquant. Elle s'est assise en face de moi, a limé ses ongles et a soupiré de manière théâtrale. C'est tellement fatigant d'être enceinte, Isaline. Je suppose que comme tu n'as jamais ressenti cette sensation sacrée, tu ne comprends pas, tu fais un peu pitié, tu as de l'argent et du pouvoir, mais la nuit tu dors seule, sans lever les yeux de ton écran. J'ai répondu avec froideur. Je préfère dormir seule avec la conscience tranquille plutôt que de partager mon lit avec un parasite qui vit au crochet des femmes et se prend pour un magnate. Si tu es si fatiguée, tu devrais te reposer. Il ne faudrait pas que ton investissement chute. Fais attention à ce que tu dis. Es-tu jalouse? Parce que moi je peux donner un enfant à cette famille. Enguerrand me l'a déjà promis. Dès que vous divorcerez, cette maison sera pour moi et mon fils. Si tu es intelligente, va faire tes valises. Ne sois pas assez effrontée pour rester ici. Exactement. Ondine a raison. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, fais de la place pour quelqu'un d'autre. Depuis qu'elle est ici, la maison a plus de vie. Elle porte mon petit-fils. C'est une bénédiction. Et toi, comme une grande sœur, au lieu de l'aider dans la cuisine, tu passes ta journée à taper sur ton clavier et à me donner mal à la tête. J'ai fermé l'ordinateur portable avec un bruit sec. Le son les a fait sursauter toutes les deux. Je me suis levée et je les ai regardées avec calme. Mère, si je me souviens bien, cette maison est à moi. Le titre de propriété est à mon nom. Si je l'ai laissée entrer, c'est pour que vous puissiez prendre soin de votre bénédiction, pas pour qu'elle devienne ma remplaçante. Si vous aimez la servir, allez-y. Je n'ai aucune obligation de m'occuper d'une intruse qui a détruit ma famille. Et toi, Ondine. Je me suis approchée d'elle, me penchant et fixant son ventre.
Mon regard a dû l'effrayer car elle s'est recroquevillée protégeant son utérus. J'ai entendu dire que les femmes enceintes de 4 mois ont à peine un petit ventre, mais le tien est énorme et dur comme si tu portais un coussin. Et je t'ai vu descendre les escaliers avec des talons de 10 centimètres, avec une grande fermeté. Tu n'as pas l'air très fatigué, n'est-ce pas? Comme c'est étrange. N'importe quoi. Chaque corps est différent. Mon ventre est gros parce que mon fils grandit en bonne santé et que ma belle-mère me nourrit bien. Puisque tu n'as jamais été enceinte quand ça aurait tu maman, elle me veut du mal, qu'est-ce que tu vas lui faire, espèce de sorcière? Si tu touches à un cheveu de mon petit-fils, je te tue. Éloigne-toi d'elle. Enguerrand, calme-toi, ta femme veut tuer ton enfant. J'ai laissé échapper un rire qui a résonné dans toute la maison, les laissant stupéfaits. Détendez-vous, mère, je ne vais pas la toucher, je ne voudrais pas que le coussin tombe et mette fin à la fête. Je veux juste vous donner un conseil, faites attention. Je ne voudrais pas que vous finissiez sans maison et sans petit-fils. Continuez à nourrir votre bénédiction. Je vais travailler. Je n'ai pas de temps pour votre théâtre. Je suis montée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, laissant derrière moi les insultes d'Hermine et les faux gémissements d'Ondine. J'ai allumé mon téléphone et j'ai accédé aux caméras cachées que j'avais installées. Sur l'écran, j'ai vu Ondine blottie dans les bras d'Enguerrand, pleurant toujours, mais avec un regard calculateur. Mes soupçons concernant sa grossesse étaient confirmés. Sa réaction lorsque j'ai examiné son ventre l'avait trahi. J'ai envoyé un message à un détective privé que j'avais engagé. J'ai besoin que vous enquêtiez sur le passé d'Ondine, en particulier ses visites dans des cliniques gynécologiques. Je veux les résultats dans 48 heures. La confrontation n'avait été qu'un test. Maintenant, avec les preuves en main, cette scène allait s'effondrer, les enterrant tous dans l'humiliation. Exactement 48 heures plus tard, juste au moment où l'obscurité tombait sur la maison, mon téléphone a vibré avec un message du détective. Je vous ai envoyé un email, ouvrez-le. Il y a une grosse surprise. J'ai fermé la porte de mon bureau, tiré les rideaux et ouvert la pièce jointe. Des photos, des enregistrements et des analyses médicales sont apparues. Plus je lisais, plus je souriais avec mépris face à la stupidité d'Enguerrand et à l'avidité d'Hermine. Le rapport commençait par le passé d'Ondine. Elle avait abandonné l'école déménagée en ville et sous la façade d'une esthéticienne, elle travaillait comme escorte de luxe spécialisée dans l'escroquerie d'hommes comme Enguerrand. Mais le pire était encore à venir, le détective avait obtenu son dossier médical d'une clinique privée. Ondine avait subi 3 avortements clandestins qui avaient causé son infertilité. Il lui était pratiquement impossible de tomber enceinte naturellement. Alors d'où venait ce ventre de 4 mois? J'ai ouvert une vidéo enregistrée dans un café. Ondine parlait au chef des voyous à qui Enguerrand devait de l'argent. « Détends-toi, Enguerrand est un idiot. J'ai mis un coussin en silicone, je lui ai montré une fausse échographie que j'ai fait faire chez un imprimeur et il a tout gobé. Sa mère est désespérée d'avoir un petit-fils, alors elle aussi mange dans ma main. Je suis en train de la convaincre de forcer sa femme à signer le divorce et à lui laisser la maison. Dès que je l'aurai, je la vends, je te paie et on partage le reste. » Le voyou a ri et lui a donné une tape sur les fesses. « T'es maligne, mais dépêche-toi, je perds patience avec Enguerrand, s'il ne paie pas, je vais vraiment lui briser les jambes. » J'ai éteint la vidéo me penchant en arrière sur ma chaise. J'ai ressenti une profonde nausée devant une fraude aussi parfaite. Enguerrand, l'homme qui se croyait si intelligent, trompé par une escroc au point de risquer les biens de sa femme. Et Hermine, la belle-mère, qui se vantait de son lignage servant une arnaqueuse. Leur stupidité dépassait l'imagination. Ils creusaient leur propre tombe et j'allais y jeter la dernière pelletée de terre. J'ai sauvegardé toutes les preuves sur plusieurs appareils et dans le cloud. C'était la bombe à retardement qui exploserait au moment parfait. Vivre sous le même toit qu'eux était un test d'endurance. Ondine devenait de plus en plus insolente. Un soir, elle m'a ordonné de lui préparer une côte de bœuf de première qualité parce que l'héritier avait faim. Je lui ai dit froidement que si elle voulait manger, elle n'avait qu'à la préparer elle-même. Elle s'est plainte à Enguerrand qui est descendu furieux. Mais mon regard glacial l'a arrêté. Il a fini par cuisiner lui-même pour sa maîtresse. Mais ma patience s'est définitivement brisée un vendredi après-midi. J'étais sortie pour faire des démarches bancaires. En rentrant, j'ai entendu les rires d'Hermine et d'Ondine dans le salon. Je suis entrée et mon sang n'a fait qu'un tour. Sur le sol, à côté de la poubelle, se trouvaient les restes brisés d'un vase en céramique. C'était le seul souvenir qu'il me restait de mon défunt père.
Ondine tenait un marteau prêt à pulvériser les derniers morceaux. Ils avaient arraché la plante dont je prenais soin à l'intérieur. Je me suis jetée sur Ondine, la poussant et la faisant tomber. Je me suis agenouillée, rassemblant les morceaux brisés sans me soucier des coupures sur mes mains. J'ai regardé Hermine et Ondine, ma voix n'étant plus qu'un sifflement de haine. « Qu'avez-vous fait ? Qui vous a donné la permission de toucher à mes affaires ? C'était un souvenir de mon père. » Hermine, loin de se repentir, se tenait les mains sur les hanches. Tu fais tout ce drame pour un pot en terre cassée. » Ondine a dit que cela portait malheur et affectait sa grossesse. Il est tombé par accident pendant qu'elle nettoyait. Pourquoi tout ce foin? Jette-le et demain, Enguerrand, t'en achèteras un nouveau. Ondine au sol s'est plainte, feignant la douleur. Oh, mère, elle m'a poussée, elle veut tuer votre petit-fils. Elle accorde plus de valeur à un vieux débris qu'à la vie de notre fils. Quelle femme cruelle! Mon sang-froid a volé en éclats. Je me suis levé le sang goûtant de mes mains, j'ai attrapé le balai en bois et je l'ai lancé avec force, passant à quelques centimètres du visage d'Hermine pour se fracasser contre le mur. Très bien, ai-je dit d'une voix froide et grave. Vous rasez mes cheveux, vous détruisez le souvenir de mon père, vous utilisez l'excuse de la grossesse pour piétiner mes limites. Écoutez bien, à partir de ce moment, la patience est terminée. Vous voulez de la chance? Je vais vous montrer ce qu'est l'enfer. Profitez des quelques jours de paix qu'il vous reste, car votre temps dans cette maison est compté en heures. J'ai soigneusement rassemblé les morceaux du vase et je les ai portés dans ma chambre. Derrière moi, j'ai entendu Hermine crier « Folle alliée, qui menaces-tu? Cette maison appartient à mon fils. Celle qui doit dégager, c'est toi. » J'ai fermé la porte. La douleur dans mes mains était vive, mais mon cœur était étrangement en paix. La goutte d'eau avait fait déborder le vase. Ma riposte serait implacable. Leur fin était arrivée. 3 jours plus tard, Hermine a décidé d'organiser une grande fête pour son 60e anniversaire. Elle voulait réaffirmer son statut et m'humilier publiquement. Avec l'argent qu'Enguerrand avait encore et un prêt rapide, elle a réservé une table dans le restaurant de fruits de mer le plus luxueux de la ville. Son but était de présenter sa nouvelle belle-fille enceinte et de montrer que sans moi, sa famille était heureuse et prospère. Ils ne m'ont pas invitée. Ce matin-là, ils se sont habillés de leurs plus beaux atours et après m'avoir jeté un regard moqueur, sont partis en taxi. Je suis restée sur le canapé en souriant. Le spectacle allait commencer et la protagoniste ne pouvait pas manquer à l'appel. À 13h30, au summum de la fête, alors que le homard breton et le vin coulaient à flot, Hermine est montée sur une petite estrade pour faire un discours. « Chers amis et familles, aujourd'hui je suis très heureuse. Notre famille va avoir un petit-fils. Voici Ondine, mon adorable belle-fille. » Pile à ce moment-là, les portes de la salle se sont ouvertes à la volée. Je suis entrée, je n'étais plus la femme pâle au crâne rasé, je portais une perruque de cheveux naturels de haute qualité, un tailleur pantalon blanc impeccable et des talons aiguilles rouges. Derrière moi se trouvaient 2 gardes du corps vêtus de noir. La salle plongea dans un silence de mort. Hermine s'est figée avec le micro à la main. Enguerrand a renversé son vin. Ondine s'est enfoncée dans sa chaise livide. J'ai marché d'un pas ferme jusqu'à l'estrade, j'ai pris le micro des mains d'Hermine et je me suis adressée aux invités. Pardonnez l'interruption, mais à une fête pour présenter le petit-fils et la nouvelle belle-fille, l'épouse légitime, celle qui a entretenu cette famille pendant des années, ne pouvait pas être absente. Et j'ai aussi un cadeau très spécial pour ma belle-mère, mon mari et vous tous. J'ai fait un signe à l'un de mes gardes du corps. Il a branché une clé USB au projecteur de la salle. L'écran s'est allumé et le cauchemar de la famille d'Enguerrand a commencé. Le grand écran du projecteur dans le restaurant a montré des images nettes. La première chose que les invités ont vue était une vidéo de la caméra de sécurité de mon salon. On y voyait Ondine retirer un coussin en silicone de sous sa robe. Ouf, il fait trop chaud avec ce truc, disait Ondine à Hermine. Heureusement que sa femme est une idiote et croit que je suis vraiment enceinte. Hermine, dans la vidéo, éclatait de rire. Tu continues la farce. Dès qu'on récupère le titre de propriété, tu jettes ce coussin à la poubelle. La salle a explosé dans un murmure de choc et d'indignation. Les regards de respect envers Hermine se sont transformés en mépris. Elle, sur l'estrade, s'est caché le visage en balbutiant. Enguerrand, comme frappé par la foudre, s'est tourné vers Ondine, s'est jeté sur elle à déchirer sa robe et a exposé la prothèse en silicone devant tout le monde. Il l'a giflée, la faisant tomber au sol, brisant des verres sur son passage. Mais je ne leur ai pas laissé le temps de se battre. J'ai tapoté le micro pour attirer l'attention. Du calme, le spectacle continue. L'écran a changé.
Maintenant, on voyait les reconnaissances de dette d'Enguerrand signées avec son empreinte digitale et on entendait l'enregistrement d'un voyou exigeant le paiement de 62 000 € pour des dettes de jeu. Le tout était accompagné d'images d'Enguerrand à genoux suppliant et pleurant. Enfin, j'ai projeté la vidéo en noir et blanc de la nuit où Hermine a rasé ma tête pendant que je dormais. L'image de mes cheveux tombant de sa cruauté et de la lâcheté d'Enguerrand a laissé la salle dans un silence sépulcral. Plusieurs parents âgés ont secoué la tête dégoûtés. Les amis d'Hermine se sont levés et sont partis un par un. Je suis descendue de l'estrade et je me suis approchée de la table d'Enguerrand. Il respirait difficilement, les yeux injectés de sang. Hermine pleurait sur le sol. J'ai sorti un dossier de mon sac et je l'ai jeté sur la table. Regarde bien, le titre de propriété de la maison est uniquement à mon nom. C'est un bien prénuptial. Voici les relevés qui prouvent que je vous entretiens depuis 5 ans. Et voici la demande de divorce que j'ai déjà signée. Il n'y a pas de bien commun, ni d'enfant. Ta dette envers la pègre est ton problème. Les bijoux que tu m'as volés pour entretenir cet escroc, je te les offre. C'est le prix de ma liberté. Enguerrand a pris la demande en tremblant. Il a essayé de s'excuser, de dire qu'il avait été trompé, mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai fait signe à mes gardes du corps d'intervenir. Je me suis penchée et j'ai chuchoté. L'addition pour cette fête, plus de 3 000 €, c'est toi qui paies. J'ai déjà parlé avec le gérant. Si tu n'as pas d'argent, tu restes faire la plonge. Je me suis retournée et je suis partie la tête haute. Derrière moi, j'entendais les cris de Hermine, les coups d'Enguerrand et le gérant exigeant le paiement. J'ai quitté le restaurant. Le ciel était dégagé. J'avais recouvré mon honneur. Maintenant, tout ce qu'il me restait à faire, c'était de nettoyer ma maison. Je n'y suis pas retournée directement. Je suis allée dans un spa, j'ai enlevé la perruque et j'ai demandé un massage du cuir chevelu. J'avais besoin d'être complètement lucide pour la dernière étape. J'ai reçu un message du gérant du restaurant. Enguerrand avait dû laisser sa montre et les bijoux de sa mère en garantie et signer une reconnaissance de dette. À 20 Hill, je suis rentrée chez moi. 2 camions de déménagement et 6 gardes du corps m'attendaient. Nous sommes entrés. La maison était sombre. Dans le salon au clair de lune, j'ai vu 3 silhouettes recroquevillées sur le canapé. Hermine Enguerrand et Ondine. J'ai allumé une puissante lampe torche et je l'ai braquée sur eux. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos effets personnels des vêtements et c'est tout. Ne touchez à rien dans la maison. Après 30 minutes, que vous soyez prêts ou non, je vous jette à la rue. Hermine s'est jetée au sol, hurlant qu'elle était la belle-mère, qu'elle avait des droits, que je ne pouvais pas la mettre à la porte au milieu de la nuit. Enguerrand a essayé de faire appel à la loi, disant qu'un divorce se réglait devant un tribunal. J'ai ri. Je lui ai rappelé que la maison était à moi et qu'ils étaient des intrus. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 17. Si tu veux parler de loi, je vais appeler police secours et vous dénoncer pour le vol des bijoux et pour violation de domicile. On verra si vous finissez en prison ou à la rue. Enguerrand, voyant le numéro du 17 sur l'écran, s'est dégonflé. Il a relevé sa mère du sol. « Maman, on y va, elle va vraiment appeler la police. » Pendant les 30 minutes suivantes, la maison a été remplie de bruits précipités. Ondine a été la première à partir traînant une valise, le visage taché de larmes. Elle s'est enfuie sans me regarder. Peu de temps après, Enguerrand et Hermine sont descendus chargés de valises et de sacs. Leur air de supériorité s'était évanoui. Ils ressemblaient à des réfugiés. Dès qu'ils ont franchi le seuil, mes gardes du corps les ont escortés jusqu'au portail. De l'intérieur, avec la télécommande à la main, j'ai vu Hermine regarder la maison avec des larmes de regret. Juste au moment où elle s'apprêtait à me maudire, j'ai appuyé sur le bouton. Le portail automatique a commencé à s'abaisser. Bon voyage, ai-je crié, et essayez de rester en vie pour payer votre dette. Clac. Le portail s'est fermé, séparant mon monde de paix des ordures qui restaient à l'extérieur. J'ai poussé un long soupir, ma poitrine était légère. J'étais enfin la maîtresse de ma vie dans ma propre maison. Cette nuit-là, expulsés, Enguerrand et Hermine ont erré dans les rues sans argent et sans personne vers qui se tourner. Ils ont fini dans un motel miteux dans un quartier dangereux de la banlieue. Leur vie là-bas était un enfer. La minuscule chambre aux murs humides était un four en été. Hermine, habituée au luxe, pleurait tous les jours, fouillant dans les poubelles, à la recherche d'objets recyclables pour survivre. Ses mains, autrefois soignées, étaient maintenant gercées et sales. Enguerrand a sombré dans la dépression et l'alcool bon marché. Il passait sa frustration sur sa mère, la blâmant de l'avoir incité à me tenir tête. Il se battait constamment. Leurs cris résonnaient, mais la véritable tragédie est arrivée quand l'échéance de la dette a expiré. Une nuit, 5 voyous ont fait irruption dans leur chambre.
Ils ont traîné Enguerrand sur le parking boueux, et devant les yeux terrifiés d'Hermine et des voisins, le chef a exigé l'argent. Enguerrand a supplié en pleurant, disant qu'il n'avait rien, mais la pègre ne connaît aucune pitié. L'un des voyous, avec une batte de baseball en métal, a frappé la jambe d'Enguerrand de toutes ses forces. Un craquement effroyable a déchiré la nuit, suivi d'un cri atroce. Ils l'ont prévenu que ce n'était qu'un avertissement, s'il ne payait pas, dans 1 mois, il viendrait nous prendre sa vie. La jambe cassée d'Enguerrand, mal soignée, l'a laissé infirme pour toujours. L'homme qui se pavanait dans des chaussures de prix est devenu un invalide. Le karma avait frappé à sa porte de manière implacable. Après cette nuit, leurs vies ont plongé dans l'abîme. Enguerrand alité est devenu violent et amer. Chaque jour, quand Hermine revenait avec le peu d'argent qu'elle avait gagné avec la ferraille, il le lui arrachait pour acheter de l'alcool. Si elle protestait, il la frappait et l'insultait, la rendant responsable de son malheur. Une nuit d'hiver, au milieu d'une dispute, Enguerrand a jeté un cendrier en verre sur sa mère, la frappant à la tête. L'addition de l'humiliation, de la colère et d'une hypertension non traitée a provoqué chez Hermine un grave AVC. Elle est tombée au sol en convulsant. Enguerrand, ivre, a pensé qu'elle simulait et s'est endormie. Le lendemain matin, les voisins l'ont trouvée et l'ont emmenée à l'hôpital. Le diagnostic était dévastateur. Elle était paralysée sur la moitié de son corps, incapable de parler, condamnée à vivre alitée pour le reste de sa vie. Ils n'étaient pas en prison, mais ils étaient piégés dans la prison de la pauvreté, de la maladie et des remords. En contraste avec leur misère, ma vie renaissait. J'ai nettoyé la maison de toute trace d'eux, jetant les meubles et les souvenirs. J'ai coupé mes cheveux dans un style moderne et court, teint d'un brun lumineux. Au travail, mon succès a été retentissant. Sans les fardeaux familiaux, je me suis concentrée sur ma carrière, signant des contrats de plusieurs millions d'euros. 6 mois après le divorce, je me suis acheté une Mercedes-Benz blanche. J'ai emmené mes parents en vacances dans des complexes de luxe. J'ai pris soin de moi, j'ai fait du yoga et j'ai rejoint des clubs professionnels de femmes. Mon monde s'est rempli de lumière et de prospérité. Un après-midi d'automne, après avoir signé une affaire importante, je rentrais chez moi en voiture. À un feu rouge, mon regard est tombé sur le trottoir. Un homme maigre et débraillé, s'appuyant sur une béquille, mendiait de la monnaie. À côté de lui, dans un fauteuil roulant rouillé, une vieille femme paralysée bavait. C'était Enguerrand et Hermine. Juste à ce moment-là, ma voiture de luxe s'est arrêtée pile à côté d'eux. Enguerrand s'est approché avec son chapeau en lambeaux, à la main pour mendier. En levant les yeux, son regard a croisé le mien, à travers la vitre à moitié baissée. Le monde a semblé s'arrêter pour lui. Il est resté pétrifié. Le chapeau est tombé de ses mains, éparpillant les quelques pièces. Il m'a regardé à regarder ma voiture, mon apparence radieuse. L'humiliation et le regret ont inondé ses yeux. Il a essayé de dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je l'ai regardé avec une indifférence totale. Pas de haine, pas de joie, et surtout, pas de compassion. C'était comme regarder un grain de poussière dans le vent. Le feu est passé au vert, j'ai esquissé un faible sourire, j'ai remonté la vitre et j'ai accéléré, laissant derrière moi l'infirme et sa mère invalide, enveloppés dans les gaz d'échappement des voitures. J'ai mis de la musique classique. L'arôme de rose du désodorisant a rempli l'habitacle. Dans le rétroviseur, leurs silhouettes sont devenues petites jusqu'à disparaître. C'était fini. L'univers avait réglé le compte pour moi. Le passé était laissé derrière. Devant moi, il n'y avait qu'un chemin lumineux, le chemin d'une femme qui avait osé abattre sa propre prison pour voler tel un phénix renaissant de ses cendres. En laissant derrière moi ce feu rouge et les ombres de mon passé, un calme profond s'est installé dans mon cœur. J'ai compris que le son de cette tondeuse électrique n'était pas le son de la destruction, mais la cloche qui a réveillé la lionne endormie en moi. Pendant des années, j'ai aveuglément cru que le sacrifice et la soumission apporteraient la paix. Je me suis tuée à la tâche pour construire la façade d'une famille parfaite, entretenant une belle-mère cruelle et un mari parasite. Je pensais que mon dévouement achèterait leur respect, mais cela n'a fait que nourrir leur avidité et leur peur de mon indépendance. L'attaque sur mes cheveux était leur tentative de détruire ma fierté, mais ce qu'ils ont réellement fait, c'est couper les dernières chaînes qui me liaient. Quand une femme est poussée à bout sa résurgence à la force d'un ouragan. Ma vengeance n'était pas un acte de cruauté, mais de survie. J'ai détruit la cage dorée dans laquelle je vivais un processus douloureux, mais nécessaire pour renaître plus forte et plus libre que jamais. De mon histoire, je tire des leçons vitales.
La première et la plus importante est l'indépendance économique. L'argent n'achète pas le bonheur, mais c'est l'armure qui protège notre dignité. C'est ma solvabilité qui m'a permis de couper leurs ressources et de reprendre ma vie en main. Femmes, souvenez-vous, l'amour peut échouer, mais votre capacité à générer des revenus ne vous abandonnera jamais. La deuxième leçon est que le sacrifice n'a de valeur que lorsqu'il est offert à ceux qui le méritent. Supporter des abus n'est pas une vertu, c'est une cruauté envers soi-même. Nous devons établir des limites fermes, protéger notre estime de nous-mêmes, aimer détester, et surtout oser lâcher prise sur ce qui nous fait du mal. C'est cela le véritable acte de courage. Le destin d'Hermine et d'Enguerrand est un exemple clair de la loi de cause à effet. Ils ont semé l'avidité et récolté la misère, ils ont semé la tromperie et ont été trompés. Leur chute ne fut pas mon œuvre, mais la conséquence inévitable de leurs propres actes. En les voyant mendier, je n'ai ressenti aucune joie, seulement la confirmation que la vie est juste à sa manière. Vivez avec bonté, mais aussi avec intelligence. De la bonté pour ne pas faire de mal et de l'intelligence pour que personne ne puisse vous en faire. Mon histoire a fermé son chapitre le plus sombre. Maintenant, chaque matin, j'apprécie mon café en terrasse, mon travail, ma liberté. Le ciel est vaste, et le bonheur n'arrive que lorsque nous fermons fermement les portes de la douleur. Ne craignez ni la solitude, ni le divorce. Il vaut mieux être une femme qui a quitté son mari qu'une femme qui s'est abandonnée elle-même. Le bonheur est entre nos mains. Il faut oser traverser la tempête car de l'autre côté, l'arc-en-ciel nous attend toujours.